14h que vous pouvez suivre comme tous les jours sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook et YouTube. Au sommaire de cette édition, les négociations entre Israël et le Liban pour définir enfin leurs frontières maritimes, discussions qui se sont ouvertes ce matin. On fera le point avec Pascal Sunshine. Les Juifs américains seront également au cœur de notre grand entretien à 14h15. Comment se positionnent-ils dans l'affrontement entre Donald Trump et Joe Biden? Comment vivent-ils les nouvelles mesures prises contre le coronavirus, notamment à New York? Nous en parlerons avec mon invité, le spécialiste des États-Unis, l'historien André Caspi. Et puis juste après, on sortira les raquettes et les balles. Ping-pong avec le communicant Franck Tapiro. On débattra de la communication d'Emmanuel Macron à quelques heures de l'intervention télévisée du président de la République. Cette prise de parole du chef de l'État, c'est d'ailleurs le premier titre du bulletin d'information que présente Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Face à l'aggravation de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron s'exprimera donc en direct tout à l'heure, ce soir aux alentours, précisément d'ailleurs pas aux alentours de 19h55. Une allocution depuis l'Elysée sous forme d'interview diffusée sur TF1 et France 2 et d'une durée de 45 minutes environ. Il s'agira de la première longue intervention du président français sur la crise sanitaire depuis le 14 juillet dernier. Le chef de l'État devrait affirmer que l'heure est grave. Le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs annulé son déplacement en Corse en fin de semaine car il devra être mobilisé sur la gestion de la crise sanitaire après l'allocution d'Emmanuel Macron, a déclaré Matignon. Quelles sont les mesures que pourrait annoncer le président Gabriel ? L'hypothèse qui revient le plus est un couvre-feu nocturne. Il débuterait à 20h, 21h ou 22h dans les zones en alerte maximale comme Paris et Marseille. Fermeture des commerces et lieux publics, retour au télétravail, régulation des transports. Voici également les autres mesures que pourrait annoncer Emmanuel Macron selon son entourage. Du côté de l'opposition, on s'oppose à un reconfinement même local. C'est ce qu'a déclaré Aurélien Pradier, secrétaire général du Parti des Républicains sur France Info ce matin. On écoute Aurélien Pradier. Je suis convaincu aujourd'hui que nous ne pouvons plus reconfiner. Il faut donc trouver d'autres solutions. Reconfiner même par ville, on peut pas ? Mais je pense que c'est tout à fait illusoire d'imaginer le faire. D'abord, vous mesurez les conséquences, au-delà des conséquences économiques, les conséquences sociales qu'un reconfinement peut avoir, y compris secteur par secteur. Et je suis navré de vous dire, même si c'est pas très à la mode, que ces conséquences sociales, elles m'inquiètent. La vie sociale que nous sommes en train de transformer dans notre pays, les conséquences que cela aura sur la psychologie des uns et des autres, cela m'inquiète. Et mon devoir de responsable politique, c'est aussi de mettre le doigt sur ce sujet-là. Je dis donc que le reconfinement me paraît tout à fait impossible. Et donc d'autres solutions doivent être cherchées. Le secrétaire général du parti Les Républicains, Aurélien Pradier sur France Info ce matin. Sur le plan comptable, Gabriel, 12 993 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés hier dans le pays. 8 949 patients sont hospitalisés et 1 642 se trouvent en réanimation. 117 décès supplémentaires ont été recensés hier. Et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, invité d'RTL hier soir, a exclu quant à lui des mesures concernant l'école. Il a affirmé que la situation était sous contrôle dans les établissements scolaires. Une prise de parole qui intéresse évidemment les parents. On écoute tout de suite le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Depuis la rentrée, les choses sont maîtrisées dans le domaine scolaire. D'abord, on a pu faire une rentrée scolaire aussi normale que possible. Et ça, je crois que l'ensemble de la France doit s'en réjouir, puisque ça n'est pas ce qui s'est passé dans la plupart des pays. Et nous avons la chance d'avoir pu retrouver nos élèves. Et on doit remercier les professeurs, l'ensemble des personnels qui ont permis cette chose qui n'allait pas de soi du tout. Justice avec la suite du procès des attentats de janvier 2015, 32e jour d'audience aujourd'hui. Il est question depuis ce matin des faits reprochés à un autre accusé, un certain Mohamed Amin Fares. On va écouter tout de suite l'un des avocats de la partie civile, maître Gérard Sbili. Il était interrogé tout à l'heure au tribunal par Michel Zerbib. La défense, c'est une défense qui s'adapte. Je veux dire par là qu'elle s'adapte au fur et à mesure des éléments à charge quand ils s'égrènent dans un dossier. Le principe étant que on ne se défend qu'à partir du moment où on est acculé. On ne va pas au-devant de la vérité, on la reconstruit. C'est le maître mot de cette défense, c'est vrai pour Monsieur Pastor, qui n'hésite pas à puiser dans la judéité de sa sœur les éléments qui viendraient le moment venu le décharger. Parce que comment le frère d'une juive, l'oncle d'une juive, pourrait-il envisager un tant soit peu de participer à des faits aussi odieux ? En réalité, ça révèle une seule chose, et c'est peut-être le mot, qui caractérise la défense, les défenses, c'est l'opportunisme. On s'adapte au dossier au fur et à mesure des éléments accablants qui peuvent apparaître. On a une illustration ce matin. Ce matin, c'était le cas de Monsieur Fares,
dénoncé par une lettre anonyme mais corroboré au départ par ses quasi-aveux dans le fait qu'il a participé à l'acheminement des armes, à l'achat des armes et puis ensuite l'acheminement vers la région parisienne. C'est ce qu'il dit dans le temps de la première comparution, c'est ce qu'il dit dans le temps de sa garde à vue. Aujourd'hui, il se départit et puis il vient à dire que s'il a fait telle ou telle déposition qu'il accablait à l'époque, c'était en réalité pour dédouaner un frère de cœur, un frère, une sœur de cœur. Et puis on s'adapte pour échapper aux responsabilités, quitte à dire quelquefois n'importe quoi. 14h06 sur Radio J, la suite de l'actualité en Israël. Maintenant, le bilan sanitaire continue de s'améliorer, Gabriel. Le ministère israélien de la Santé a dénombré 2255 cas supplémentaires de coronavirus les dernières 24 heures, soit 5,4% de tests positifs. Ça continue de baisser. L'État hébreu compte 48 015 malades actifs du virus. 808 patients sont dans un état grave et 240 sous respirateur. 15 décès des suites de la Covid-19 ont été recensés en plus. Mais patience, le confinement va encore durer quelques jours pour les Israéliens. Le cabinet coronavirus qui s'est réuni tard hier soir a décidé de maintenir le confinement jusqu'à dimanche à minuit. Avant la réunion, les ministres concernés par la lutte contre la Covid-19 dans le pays ont décidé jeudi de se réunir à nouveau pour déterminer la stratégie de la première étape du déconfinement lorsqu'ils auront davantage de données sur les taux d'infection, a indiqué le bureau du Premier ministre. Ils voteront pour la réouverture des écoles et des petites entreprises. Un mot d'économie dans ce journal. En raison de la crise sanitaire et du deuxième confinement en Israël, le PIB va baisser de 5,9% en 2020 selon une prévision du Fonds monétaire international. Une baisse du produit intérieur brut en Israël dans la moyenne de celle des économies des pays développés. Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a déclaré hier que le budget 2021 devait être approuvé le plus tôt possible alors que depuis lundi, le sujet fait l'objet de débats tendus à la Knesset. Le Likoud souhaite une adoption dans le courant de l'année 2021, mais les autres partis, dont l'Alliance Bleu-Blanc, refusent. Sans budget adopté avant la fin du mois de décembre, le Parlement pourrait être dissous. Et puis des nouvelles de la compagnie aérienne El Al. Elle a annoncé hier qu'elle reprendrait les vols vers plusieurs destinations jusque-là annulées en raison de la pandémie du coronavirus. Les liaisons vers Los Angeles, Miami, Francfort, Amsterdam, Kiev et Sofia reprendront à partir du 19 octobre. El Al opère déjà des vols vers New York, Londres, Paris et Athènes. Les clients de la compagnie aérienne seront exonérés des frais de changement de billets jusqu'à la fin du mois de février 2021, a indiqué la compagnie. Défense, 2 soldats israéliens ont été blessés tôt ce matin lors d'une opération d'arrestation près de Naplouse au nord de la Judée-Samarie. L'opération s'est déroulée dans le camp de réfugiés de Balata. Un engin explosif a été lancé sur un groupe de militaires par un terroriste au cours de l'opération. Les éclats de l'engin blessant modérément un soldat alors que le second militaire a été laissé dans un état léger. Les 2 militaires ont été transférés dans un hôpital pour y être soignés. Et puis plus au nord, des soldats israéliens ont détruit 2 postes militaires syriens dans la zone démilitarisée séparant les 2 pays. Un avertissement adressé au président syrien Bachar al-Assad dont les forces empiètent sur le plateau du Golan. L'opération secrète nocturne de la semaine dernière a vu des forces spéciales des unités Nahal et Yahalom pénétrer en territoire syrien et détruire les 2 positions militaires sur le plateau du Golan avant de retourner en Israël sans être détectés, a rapporté Channel 12. Aucune victime n'a été signalée du côté syrien. L'ONU refuse l'entrée de l'Arabie Saoudite à son Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les organisations de défense des droits humains ont salué le coup porté à Riyad et à ses tentatives d'améliorer son image vis-à-vis de la communauté internationale. Le Conseil des droits de l'homme a aujourd'hui envoyé une réprimande spectaculaire à l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, a écrit sur Twitter Bruno Stagno, directeur exécutif adjoint de l'ONG Human Rights Watch, faisant référence au prince héritier du pays. Le royaume récolte ce qu'il mérite pour ses graves violations des droits de l'homme et pour ses crimes de guerre à l'étranger, a-t-il ajouté. Et puis en Grèce, le chef du parti nazi Obd Doré a écopé de 13 ans de prison. La cour pénale d'Athènes l'a reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle parmi les 6 autres cadres du parti paramilitaire. L'eurodéputé Ioannis Lagos, ancien membre d'Obd Doré, écope également de 13 années de prison. Son immunité parlementaire doit être levée par le Parlement européen à la demande de la Grèce une fois qu'un mandat d'arrêt aura été émis. Et puis on termine avec Apple qui a révélé hier soir ses nouveaux iPhones.
iPhone. Les iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro ont été présentés. Cette année, Apple a mis l'accent sur la 5G, la recharge sans fil et la photographie. L'iPhone 12 est décliné en plusieurs versions. La version classique, nommée tout simplement iPhone 12, sera vendue au prix de 909 €. La version miniature du téléphone nommée iPhone 12 mini sera elle vendue à partir de 809 €. L'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces sera vendu à partir de 1159 €, tandis que la version max de 6,7 pouces coûtera 1259 € minimum. Merci Gabriel Attal. 14h10, on rejoint maintenant Israël où nous attend comme tous les jours notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Historique, c'est ainsi qu'ont qualifié les États-Unis l'ouverture ce matin de pourparlers entre Israël et le Liban. C'est une première en 30 ans. Négociations qui doivent permettre de fixer la délimitation exacte de leurs eaux territoriales. Pascal, pourquoi ces négociations s'ouvrent-elles maintenant ? Ces négociations s'ouvrent en fait à l'issue de 3 ans de pourparlers, d'efforts déployés en particulier par la diplomatie américaine pour arriver effectivement à amener autour de la table les Israéliens et les Libanais, et surtout évidemment l'enjeu économique étant suffisamment important pour les Libanais, et on connaît leur situation économique et financière absolument catastrophique, pour qu'ils aient finalement accepté. Et quand on dit le Liban, il faut dire le Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien qui contrôle largement les décisions politiques à l'intérieur du Liban, qui a finalement laissé ces négociations se dérouler dans la mesure où l'impact économique devient absolument crucial pour le Liban. Même si, Pascal, les deux partis chiites libanais, donc le Hezbollah et Haman, tirent à boulet rouge ce matin contre l'équipe de négociateurs de leur pays, est-ce que le mouvement de Hassan Nasrallah, qui explique que seuls les militaires sont légitimes pour mener ces pourparlers, est-ce que le Hezbollah peut finalement entraver la possibilité d'un accord entre Beyrouth et Jérusalem ? En tout cas, le Hezbollah va tout faire pour garder la main, puisque le tracé des frontières entre Israël et le Liban, cela fait partie de ces, on peut dire, de ces justifications d'existence. Le Hezbollah se présentant comme le défenseur de la souveraineté libanaise, c'est lui qui a bloqué toutes ces années le règlement du litige entre les deux pays sur le tracé de la frontière maritime, qui devient donc effectivement pour les Libanais indispensable, étant donné qu'ils veulent aussi profiter des champs gaziers qui se trouvent dans cette zone et dont ils ont besoin. Mais on voit effectivement le Hezbollah continuer à imposer des restrictions, à fixer des conditions, notamment sur le déroulement des pourparlers qui ont eu lieu ce matin. C'est le Hezbollah qui a interdit, par exemple, toute photographie, toute déclaration publique, surtout pour ne pas montrer les Libanais et les Israéliens assis à la même table. Merci beaucoup Pascal, on vous retrouve demain aux alentours de 14h10 pour un nouveau direct de Jérusalem. Bonne journée et bon après-midi. Bon après-midi. 14h13, on va marquer une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du 14h. On sera en compagnie de l'historien André Caspi, grand expert des États-Unis, et du communicant Franck Tapiro. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. 14h15, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. André Caspi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis, longtemps professeur à la Sorbonne. Parmi les nombreux livres qui composent votre riche bibliographie, les Juifs américains parus en 2008. Ces Juifs américains, justement, André Caspi, une récente étude de la Pew Research publiée hier indique que 70% d'entre eux déclarent vouloir voter pour le démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Est-on là finalement, André Caspi, dans les standards de l'inclinaison politique traditionnelle de cette population ? Oui et non. Oui, parce que depuis déjà plus d'un demi-siècle et même davantage, les Juifs américains votent démocrate. Le grand tournant dans l'histoire des Juifs américains a été la présidence de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt est devenu président en 1933, il est resté jusqu'en 1945. On ne peut pas dire qu'il ait pratiqué une politique particulièrement favorable aux Juifs, mais en tout cas,
il y avait de nombreux juifs dans son administration. Et par la suite, que ce soit Truman, Kennedy ou Lyndon Johnson, il y a eu toujours une sympathie, pourrait-on dire, des juifs pour le président des États-Unis lorsque le président était démocrate. Alors, ce qu'il y a de changé, c'est que 70%, c'est beaucoup, mais c'est moins que ce que l'on pourrait estimer, parce que vraisemblablement, dans les élections précédentes, la proportion des Juifs qui votaient pour les démocrates était plus élevée. Ça veut donc dire qu'il y a malgré tout une tentation des Juifs américains à voter pour Donald Trump. Pourquoi ? Essentiellement, évidemment, parce que Donald Trump pratique une politique pro-israélienne qui est très vigoureuse, qui est très marquée. Donc vous pensez évidemment au déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la politique de sanctions maximales contre l'Iran, ou encore tout récemment les accords d'Abraham. Donc finalement, Donald Trump, si je vous comprends bien, a en partie réussi à convaincre une partie des Juifs américains à modifier leur tendance électorale et finalement à élargir son spectre électoral en vue du 3 novembre. Oui, je pense en effet que Trump séduit une petite partie des Juifs américains. Il ne faut pas oublier non plus que dans la famille de Trump, il y a des Juifs. Le gendre de Trump, Kushner, est quand même juif. Il a épousé Ivanka Trump. Les petits-enfants de Trump sont juifs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une proximité entre Trump et les Juifs, mais une proximité qui ne suffit pas à rallier la majorité des Juifs. Il faut bien retenir quand même le chiffre que vous avez cité, c'est-à-dire 70% d'entre eux vont voter pour Joe Biden. Parce que là aussi, il y a cette tradition d'une inclination des Juifs pour les démocrates. André Caspy, sociologiquement, est-ce qu'on peut tracer quelques pistes de différence au sein même de la population juive américaine entre les partisans de Joe Biden et ceux de Donald Trump? Est-ce que on dit beaucoup, par exemple, que la communauté orthodoxe est plutôt favorable à Donald Trump? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire des masques, c'est-à-dire que la communauté orthodoxe refuse les masques. C'est un peu une attitude qui est très proche de celle de Donald Trump. On a même vu, si je ne me trompe, des rassemblements d'orthodoxes qui brûlaient les masques, ce qui est encore pire. Alors, vous allez me dire, on voit cela aussi en Israël, du côté de Mea Sharim, c'est vrai. Mais ça veut dire que malgré tout, pour les orthodoxes américains, Donald Trump représente une personnalité sympathique, une personnalité qui manifeste son amitié pour Israël, qui a des attitudes sur le plan moral, c'est-à-dire qui dit qu'il ne veut pas de l'avortement, qui dit qu'il ça compte aussi, donc ces choix de société conservateurs de Donald Trump, notamment pour les nominations à la Cour suprême, peuvent aussi séduire ce segment de la population juive américaine. Oui, bien sûr, mais encore une fois, il ne faut pas exagérer le pourcentage des Juifs qui sont séduits par Donald Trump. Je vous rappelle, vous l'avez rappelé vous-même, qu'il n'y a que 30% des Juifs américains qui pourraient voter pour Donald Trump. Mais c'est déjà beaucoup. André Caspy, les derniers jours de cette campagne ont évidemment été marqués par la contamination puis la guérison, j'allais dire express, de Donald Trump à la Covid-19. Aura-t-elle, selon vous, cette séquence un impact sur la suite de la campagne et bien sûr sur le résultat des élections ? Vous savez, actuellement, la bataille est acharnée. Elle est à la fois acharnée et elle dissimule quelque chose que l'on a beaucoup de difficultés à comprendre en France. C'est qu'il y a bon nombre d'Américains qui ont déjà voté et qui continuent de voter avant le 3 novembre. Vous savez que sur l'ensemble de l'électorat américain, il y a au moins 80 millions d'Américains qui auraient la possibilité d'exprimer leur choix avant la date fatidique du 3 novembre. Alors, ils peuvent le faire par correspondance, ils peuvent le faire directement. Ça veut donc dire que cette campagne, elle a pour but de séduire les derniers hésitants, ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Et c'est extrêmement important parce que si l'on en croit les sondages, mais encore faut-il les croire, si l'on en croit les sondages, Trump est en retard sur Biden.
Donc, pour rattraper son retard, il faut qu'il fasse de très nombreux meetings, il faut qu'il se déplace dans les États qui vont déterminer le choix final, c'est-à-dire à chaque fois, il faut convaincre ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, ceux qui n'ont pas encore voté, ceux qui n'ont pas encore décidé fermement pour qui ils voteraient. Et ça suppose évidemment une campagne extrêmement dynamique, une campagne extrêmement forte, avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, hein, parce que les arguments de campagne, quel que soit le pays, sont quand même toujours discutables. Et une campagne sur le terrain, bien sûr. Mais c'est une campagne sur le terrain, et on l'a vu par exemple déjà avant-hier lorsque Trump est allé en Floride, mais il va continuer à aller dans d'autres États, dans les États où il sent qu'il peut convaincre ceux qui n'ont pas encore complètement décidé pour qui ils voteraient. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, oui. je pourrais ajouter que Joe Biden fait exactement la même chose. Hein. Simplement, Joe Biden, lui, il n'a pas la possibilité de dire j'ai été victime du Covid-19, j'ai surmonté l'épidémie, par conséquent je suis le grand vainqueur. C'est ça la différence. Et je sais comment vaincre l'épidémie finalement. Exactement. Merci beaucoup André Caspi d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle l'un des titres de votre bibliographie qui intéressera forcément nos auditeurs, les Juifs américains. À bientôt sur Radio J. 14h23, l'heure de retrouver le communicant Franck Tapiro pour Ping Pong comme tous les mercredis. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Emmanuel Macron prendra donc une nouvelle fois la parole ce soir avec à la clé de nouvelles possibles mesures restrictives comme l'instauration d'un couvre-feu. Franck a-t-il raison de s'adresser directement aux Français plutôt que de laisser monter en première ligne son Premier ministre Jean Castex ? Non, la situation impose au chef de l'État de prendre la parole. D'abord, il faut rappeler que le président de la République ne prend pas des mesures pour embêter les Français, mais plutôt pour les protéger. Et parfois les protéger d'eux-mêmes. Et c'est là le rôle qu'il doit avoir ce soir, c'est le rôle du président protecteur. Et aussi le rôle du président protecteur qui doit prendre des décisions, parce que protéger, c'est décider, décider, c'est choisir, on sait très bien que choisir, bien entendu, c'est souvent renoncer. Protéger face à la tempête, Franck, si j'ose dire, en reprenant un titre d'un livre d'un ancien président. Et bien sûr, protéger face à la tempête, et puis surtout, c'est lui qui a l'autorité pour sonner la fin de la récré, parce que c'est vrai que les Français attendent de lui des décisions et des actes clairs et simples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont décontenancés, on voit depuis quelques semaines, devant la bonne attitude à adopter, devant le virus. C'est vrai que c'est compliqué de faire des cas particuliers. Le président doit s'adresser à tous les Français en même temps et à chacun, pour simplement créer de l'adhésion, pour supprimer le doute et surtout de l'incompréhension. Donc c'est vrai que c'est un exercice très difficile ce soir, parce qu'il faut qu'il reste optimiste tout en donnant des limites. En gros, il faut oser restreindre sans créer la perception d'interdit. Mais il faut les deux à la fois. Pour être convaincant, il faut les deux à la fois. Le et en même temps, on va dire que c'est le gène leader de l'ADN d'Emmanuel Macron, donc il faut absolument les deux. Mais de toute façon, un grand président fait toujours ça. Quand on sonne la fin de la récré, on ne doit pas non plus taper sur les doigts de tout le monde. C'est aussi donner une perspective, donner quelque chose à voir. Donc c'est un exercice très difficile, parce que c'est une vraie dialectique. C'est comment rester optimiste tout en donnant des limites. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais aussi par rapport à l'économie, il y a un enjeu. Parce qu'on sait très bien qu'on doit prendre en compte l'état de santé des Français et l'état de santé de l'économie. Donc on voit bien que la bascule se joue là. Donc il y a à la fois une gravité de la situation, il y a une adaptation aussi par rapport à la gravité. Il a dit depuis le début, le gouvernement a été parfait là-dessus. Chaque semaine, ils font pas la situation, ils sont prêts à bouger en fonction de la réalité du terrain. C'est après, il y a le fantasme. On sait très bien que justement, plus il y a d'espace, plus il y a du vide, plus le fantasme Franck, je me fais un peu l'avocat. Franck, je me fais un peu l'avocat du diable. Ouais. Est-ce que cette dialectique dont vous parlez, ce fameux en même temps macronien, est possible sur ces questions à la fois sanitaires et économiques finalement? Est-ce que pour améliorer l'état sanitaire de notre pays, il ne faut pas prendre des mesures qui forcément créeront une décroissance, du chômage et évidemment la grogne des entrepreneurs? Et c'est là tout le propos, parce que même en termes d'image, on doit rester vraiment sur une analyse assez pragmatique du sanitaire, tout en préservant au maximum la reprise économique. Donc parfois, tant qu'on peut le faire, on le fait, mais si à un moment le risque sanitaire est supérieur, on doit prendre des mesures qui malheureusement aboutiront à des restrictions au niveau économique. On le sait, mais encore une fois,
Après, ça c'est une question de posture, une question philosophique. Est-ce que justement c'est l'économie qui va faire en sorte qu'on va rester plus en vie, ou est-ce que c'est en protégeant les gens que finalement l'économie va attendre un petit peu, et on se dit il faut d'abord préserver la vie des gens. Donc est-ce qu'il vaut mieux préserver la santé de l'économie ou la santé des gens? C'est que c'est très compliqué. Si je vous pose à vous la question, vous aurez d'ailleurs du mal à y répondre. Et bien entendu, moi je dirais la santé, Franck, mais je ne suis pas président. Bien entendu, mais moi aussi, et puis on va dire, on est sur Radio J, on peut le dire, dans l'âme juive, la santé passe devant tout. On sait très bien, même pendant les jeûnes, si vous avez un problème de santé, le jeûne, on l'oublie. Même le jour de Yom Kippour, vous mangez, vous buvez si vous ne vous sentez mal. Permettez-moi cette petite parabole vers nos textes, mais quand même, ils disent beaucoup de ce dilemme aujourd'hui. Je pense que dans la pensée juive, aujourd'hui, il n'y a même pas de dilemme. Évidemment, la santé et la sécurité sanitaire des Français passe avant la santé de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante, c'est qu'elle est fondamentale, elle est vitale au sens du terme, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et c'est aujourd'hui l'urgence. Franck, un dernier mot, on parlait de Jean Castex il y a quelques instants. Comment jugez-vous sa communication si l'on devait la comparer avec celle de son prédécesseur particulièrement populaire ces temps-ci, Édouard Philippe? Alors, il n'est pas du tout dans la même posture. Je pense que vraiment Castex joue vraiment parfaitement son rôle de chef du gouvernement. Il est là pour appliquer. Vous vous rappelez à l'époque la dialectique de Chirac par rapport à Sarkozy. Je décide, il exécute. C'est un très bon exécutant, au très bon sens noble du terme. Je trouve qu'il s'en sort très très bien. Je peux vous dire sincèrement, par rapport à la situation actuelle, je trouve que Castex est vraiment au-dessus de tous les pronostics qu'on pouvait imaginer. Alors, il a un style en plus, c'est vrai, il a un style un peu différent. C'est clair qu'il a un style différent, mais je trouve ça plutôt très bien. Il vient un petit peu en contrepoint avec cette ère de communication, de surcommunication. Puis il y a quelqu'un de très pragmatique. Je trouve qu'il fait bien le boulot. Il ne prend pas la lumière. Vous savez, Édouard Philippe n'a pas pris la lumière non plus. On va dire qu'à un moment, il l'a prise un peu par défaut parce que le gouvernement avait quelques ratés. Puis il a réussi à s'en sortir parce qu'il avait des actes et surtout des paroles très simples, très sobres et que tout le monde comprenait parfaitement. Voilà aussi un grand enjeu pour ce soir, pour le chef de l'État. Être plus court, être encore plus direct, encore plus simple, et que tous les Français se sentent concernés. Qu'il n'y ait pas de Français sur le bord de la route qui disent « Ah, je comprends pas, alors moi j'ai un café, mais il kiffe en même temps restaurant », ce qui s'est passé les dernières semaines. Il faut être extrêmement simple. Il ne va pas rentrer dans le technique non plus, parce que c'est évidemment Castex et le gouvernement qui va le faire, mais il doit donner, on va dire, un cap et être compris par les Français. Un cap. Exactement. Et après, Castex va prendre le relais. Vous allez voir que Castex va être très important dans les prochains jours, parce que c'est lui qui va être à l'application de cette vision et de ce nouveau brief et de ce nouveau cap que va prendre la France dès ce soir. Ping-pong, c'est tous les mercredis avec Franck Tapiro. Merci beaucoup Franck, et à la semaine prochaine. Merci Steve, à bientôt.